Puis, je pense que notre Monsieur Citron est en amour. Je t'aime, Stéphane. C'est le printemps. À Caserne 24, mercredi 19h30. Ici Radio-Canada. Design innovateur. Nettoyage supérieur. Sensation extraordinaire. Voici la brosse à dents révolutionnaire Cross Action d'Oral-B. Ses soins entrecroisés de conception unique soulèvent et délogent plus de plaques que les brosses à dents les plus populaires. Pour les dents saines, les plus propres possibles, la brosse à dents Cross Action d'Oral-B. À son âge, j'étais comme lui, fou des céréales. J'adorais ça. Ça devait coûter une petite fortune à ma mère, j'en mangeais tout le temps. Aujourd'hui, j'achète les céréales en sac Quaker. Le même bon goût des céréales Quaker, mais à un prix de tous les jours beaucoup plus bas. Et il y a toujours de nouvelles saveurs. Essayez les nouvelles dips au miel. Une autre preuve qu'avec les céréales en sac Quaker, les économies et le vrai bon goût, c'est dans le sac. CKTM, la télé de votre printemps. La facture, émission numéro 156. Ce soir, vous allez voir comment, en quelques secondes, les voleurs s'emparent de votre NIP et de votre carte et comment les banques contournent leurs responsabilités. Et... Dans ma tête, c'était bien clair que c'était un Pentium 2 que j'achetais. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing. Attirer le client dans un magasin. Vous essayez de me fourrer ou quelque chose, je comprends pas. On n'est pas les seuls là, qui vont faire ça. Bonsoir. Nous allons vous révéler ce soir le dernier truc des voleurs pour vider votre compte d'épargne et comment les banques s'y prennent pour vous en faire porter la responsabilité. Vous avez beau être prudent, attentif, les techniques des voleurs de cartes de guichet se raffinent de plus en plus. Vous avez beau être un bon vieux client d'une banque, ses dirigeants ne vous disent pas qu'ils devraient vous rembourser l'argent qui vous a été volé. La facture a enquêté sur ce qui vient de se passer à Longueuil. La victime, c'est une dame. Moi, je suis une victime, hein? Je suis la victime du vol. Effectivement. Alors, j'ai pas volé, là, mais je suis une victime. Non. Ces temps-ci, la Banque de Montréal appelle souvent chez Bibiane Prou. Et c'est pour lui réclamer beaucoup d'argent. Comment ça que je vous dois 945, c'est ça? Parce que vous êtes responsable des transactions qui ont été faites dans votre compte, madame, même si vous êtes victime. Le 18 janvier dernier, Bibiane Prou se rend à son guichet automatique, à la Banque de Montréal, sur le boulevard Saint-Charles à Longueuil. Tout lui paraît normal. Mais elle est en présence de véritables professionnels du vol de cartes, selon la police. Il y a des personnes vraiment qui sont expertes en ça. Pendant que j'étais au guichet, que je faisais ça, j'ai entendu la porte ouvrir. Mais moi, j'ai pas l'habitude de... Quand j'entends une porte ouvrir, là, surtout au guichet de la Banque de Montréal, je n'ai pas l'habitude de me retourner quand les gens entrent. Madame Prou a composé son NIP, son numéro d'identification personnelle. Ne sachant pas que des individus étaient près d'elle et a épié ses gestes. Voici les images de l'événement captées par la caméra de la banque. On voit un individu en retrait qui observe subtilement Bibiane Prou composer son NIP. Et on en voit un autre qui laisse tomber un billet de 20 $ au pied de Madame Prou. Le piège est maintenant tendu. Donc, à ce moment-là, l'autre individu, il était deux suspects, l'autre individu a attiré l'attention de la dame avant même qu'elle ne récupère sa carte. Il y a un monsieur qui m'a tapé sur l'épaule puis m'a dit « Madame, vous avez échappé votre 20$ là à terre. » Cela déjoue l'attention de Madame Prou à l'instant même où sa carte sort du guichet. Je l'ai fait très vite, je l'ai ramassé. On voit ici Madame Prou et un des suspects qui regarde le billet de 20 $ par terre. Son complice s'approche. À ce moment-là, l'individu qui a observé la dame faire son NIP a échangé la carte pour une carte qui avait été obtenue frauduleusement. Et le tour est joué. On vient de lui voler sa carte et son NIP. Le même jour, Bibiane Prou retourne au guichet pour retirer plus d'argent. Elle se rend compte qu'elle n'a pas la bonne carte et avise la banque immédiatement. Pendant ce temps, les fraudeurs ont le temps de faire plusieurs transactions.
Les voleurs ont pu retirer 1 000 $ en quelques heures. Même si le compte de Mme Proulx ne contenait qu'une centaine de dollars, il donnait accès à un montant supplémentaire en cas de découvert. Résultat, le solde du compte est dans le rouge, moins 945 $. N'importe qui peut faire ça, n'importe qui? Non, n'importe qui ne peut pas le faire s'ils n'ont pas le NIP. C'est parce qu'ils vous ont vu faire votre NIP quand vous êtes allé au guichet automatique. C'est sûr que je savais que c'était confidentiel. Tout le monde garde ça confidentiel. Mais de là à me coucher sur le guichet, mais ça, c'est une autre affaire, là. J'y vais de façon ordinaire, mais très rapide. Mais les fraudeurs sont habiles. Ils choisissent leurs victimes, des victimes comme Bibiane Proulx. Disons que dans les dossiers qui ont été travaillés à Longueuil, on parle surtout de personnes âgées. C'est une façon d'opérer par les suspects qui est un petit peu réalisée partout à travers le Québec. Écoute, est-ce que je suis seule dedans? Est-ce que je suis un cas isolé ou s'il y en a plusieurs? Elle m'a dit, il y en a plusieurs, madame, il y en a plusieurs. Plusieurs clients volés qui se font répondre la même chose, selon l'organisme Options Consommateurs. De façon régulière, il y a des consommateurs qui téléphonent pour nous faire part de problèmes similaires. Et automatiquement, la réponse qu'ils ont des banques, c'est « Ah, vous êtes responsable ». Mais ces clients se font induire en erreur par les banques, qui leur cachent l'existence d'un code d'éthique censé les protéger. Comme l'explique Édith Fortin, avocate experte en droit bancaire. Il y a un code de pratique concernant les cartes de débit qui est à l'effet que si l'utilisation est involontaire, par exemple dans des cas de vol ou de fraude, à ce moment-là, il est prévu que la banque assume la responsabilité, que le client n'y est pas obligé. C'est ce qu'on peut lire à l'article 3C du Code de pratique canadien des services de carte de débit. Ce code d'éthique, toutes les banques y ont adhéré. Et c'est le gouvernement fédéral qui voit à ce qu'il soit bien appliqué. Un code comme ça, vous savez, c'est établi pour différentes raisons. Mais une des raisons, c'est d'assurer la confiance des consommateurs dans le système. Puis la carte de débit et les paiements comme ça, là, de débit, ça fait partie finalement du système. Si les gens n'ont pas confiance, ils pensent qu'ils assument tous les risques parce que tu as un petit bout de plastique, puis ce petit bout de plastique-là donne accès à tes comptes de banque. Pas qu'ici, là, mais partout dans le monde. Mais de toute évidence, la Banque de Montréal refuse d'appliquer le code d'éthique dans le cas de Bibiane Proulx. Jusqu'à temps du moment que vous nous dites que vous avez perdu votre carte, les transactions qui ont été faites avant, c'est votre responsabilité. Et la Banque de Montréal refuse de nous parler à la caméra. Mais au téléphone, le responsable des relations publiques nous explique ce qu'il pense de ce code. Ça n'a pas de valeur présentement, c'est toujours à l'étape de principe et d'un document de travail. Ce qui est faux. Les institutions financières qui ont adhéré au code, les participants qui ont adhéré au code, doivent assurer la protection du consommateur de manière égale ou supérieure à ce qui est prévu dans le code. Mais à la Banque de Montréal, on préfère un code moins contraignant. En effet, la Banque nous a fait parvenir sa propre version, de laquelle on a étonnamment fait disparaître l'article 3C qui protège Mme Proulx. Mais cette version de la Banque n'est en fait qu'un brouillon qui n'a jamais été accepté par Industrie Canada. Oui, mais c'est parce que dans votre code à vous, il vous manque une clause, là. Mais la troisième de cet article-là dit bien qu'une personne... Qui n'existe plus. Comment? Qui n'existe plus, oui, que vous voudriez bien qu'il n'existe plus, mais malheureusement, elle existe encore, cette clause-là, M. Monette. Elle n'est pas dans la version de projet que j'ai devant moi, mais je vous ramène toujours, c'est un projet. La Banque n'a donc jamais voulu admettre qu'elle doit se soumettre au code, au vrai, qui s'applique pourtant depuis 1992. Saviez-vous que ce code-là, ça dit, ici, que vous ne devriez pas être responsable? Non, je n'ai jamais vu ce document-là. Je ne sais pas qu'il existe. Là, je le vois pour la première fois. Alors, ce code-là, la Banque de Montréal y a adhéré et est supposé le respecter. Et ça dit que dans un cas comme vous ne devriez pas être tenu responsable des montants qui ont été volés. Bien, si ça existe, bien, ça doit exister pour moi aussi. La faiblesse de ce code de pratique, c'est que si une banque y contrevient, elle ne subit aucune sanction, car le code n'a pas force de loi. Alors pourquoi on a affaire, dans ce cas-ci, à un code plutôt qu'une loi qui est plus contraignante?
On a affaire à un code probablement parce que les banquiers eux-mêmes ont suggéré l'adhésion volontaire à des normes de conduite. Autrement dit, le gouvernement fédéral compte sur la bonne volonté des banques. Eh bien, voici ce que ça donne. Dans leur convention d'utilisation des cartes de guichet, 6 des 8 principales institutions financières du pays contreviennent au code de pratique. Ce que Industrie Canada ne savait pas avant notre entrevue. Alors, est-ce que c'est pas une raison pour que vous interveniez et forciez les banques à protéger leurs clients? Bien, on le fait. Avec le code, on le fait. Puis, moi, je vous montre là, que c'est pas toujours conforme. Là. Bien, ça, vous me montrez ça. Moi, je veux les étudier attentivement pour m'assurer que c'est bien le cas. Puis à ce moment-là, si c'est le cas, on va agir en conséquence. Maintenant, je crois que si ces mesures ne donnent pas des résultats efficaces, il y aurait sûrement lieu pour le Parlement d'intervenir par des lois plus contraignantes, comme on en a d'ailleurs à l'égard des cartes de crédit. Je dois 1 000 $. Parce qu'on est toujours responsable de notre carte jusqu'à temps que vous ayez averti la banque que vous êtes fait voler votre carte. Si les voleurs ont pris plus que 1 000 $, par exemple, s'ils avaient pris plus que 1 000 $, vous seriez responsable de plus que 1 000. J'ai peur d'aller là, tu sais. Nous sommes rendus à l'an 2000, puis imaginez-vous que quand tu vas à la banque ou au guichet, il faudrait que tu aies ton avocat à côté de toi tous les jours. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Si Mme Proulx n'obtient pas satisfaction auprès de la Banque de Montréal, il lui reste alors l'Ombudsman général des banques et après ça, ce sont les tribunaux. Dans un cas comme celui de Mme Proulx, souvent les banques vont vous suggérer de réclamer auprès de vos assureurs. Avant de faire ça, consultez donc le site web de Maître Édith Fortin, l'avocate que vous avez entendue dans notre reportage. Vous y trouverez les arguments qui militent en votre faveur. Monsieur Duchamp de Montréal a été heurté par une voiture en traversant la rue. Il a dû débourser 11 $ pour obtenir copie du rapport de police. Monsieur Duchamp a été étonné de devoir débourser cet argent puisqu'il était lui-même victime de l'accident. Eh bien, cette taxe déguisée, on va vous l'imposer dans de nombreuses municipalités. Des frais qui varient de 10 à 15 $ vous sont imposés pour toute copie d'un rapport d'accident de la circulation. Si c'est un policier de la Sûreté du Québec qui a fait le constat, eh bien, vous obtiendrez copie de son rapport au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec pour 11 $. Remarquez que si votre assureur réclame copie de rapport d'accident, il devra aussi débourser de l'argent, mais ne vous refilera pas la facture parce qu'habituellement, c'est inclus dans ses frais généraux. Voici le jeu questionnaire. Au Québec, pour la signature d'un bail, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser le formulaire de la Régie du logement? Oui, depuis la création de la Régie le 1er octobre 1980. Oui, depuis le 1er septembre 1996. Non. La réponse après la pause. Ce sous-titrage vous est présenté par les pneus Yokohama, les subperformants. Il mange encore des cochonneries. Un jour, ça va tuer. L'aventure en famille a un nouveau nom. La Montana de Pontiac. La passion de conduire. Louer une Montana pour 248 $ par mois ou obtenir 1,9% de financement à l'achat. Quand je rêve de fantaisie, je m'imagine sur une île déserte du Pacifique. Je me vois magasiner sur la rive gauche avec la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Mais la plus exquise fantaisie de fraîcheur est juste là, dans mon frigo. Le nouveau Jell-O réfrigéré de Kraft. Goûter à la gelée, sundae au pudding, gâteau au fromage. Tout nouveau, totalement irrésistible. Et exclusivement offert au rayon des produits laitiers de votre épicier. Vraiment cool comme fantaisie. Eddie Boulet, fabricant de portes et fenêtres, innove en vous offrant la nouvelle fenêtre série hybride. Cette fenêtre thermo-énergétique possède une force structurale supérieure et une isolation maximale. L'extérieur est en aluminium avec plusieurs choix de couleurs, le centre est en PVC et l'intérieur en bois naturel. C'est beaucoup plus qu'une fenêtre, c'est un élément de décoration haut de gamme qui rehausse la valeur de votre maison. Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle fenêtre hybride, un produit exclusif fabriqué par les portes et fenêtres Eddie Boulet. Changer de lunettes, changer de look. Lunetterie New Look. Michel a 37 ans. Costaud, sportif. Michel est en amour par-dessus la tête avec sa belle Josée.
Ils ont prévu partir demain soir sans les enfants. Un petit voyage bien mérité. Mais il ne partira pas. Pas plus qu'il ne verra José ni ses 2 enfants. Il y a quelques secondes, Michel, confiant et sûr de lui, ne s'est pas attaché. Et le destin a frappé. Pourtant, il avait plusieurs bonnes raisons de s'attacher à la vie. Vivez des moments captivants dans une ambiance unique. L'un des plus gros salons de loterie vidéo dans la région, Billard 755, rue Vachon, Cap-de-la-Madeleine. Changez de lunettes, changez de look. Lunetterie New Look. La facture, d'après moi, c'est plus important de la regarder que de la payer. Voici la réponse. Depuis le 1er septembre 1996, oui, tous les baux doivent être rédigés sur le formulaire de la Régie du logement du Québec. Mais si votre bail a été signé avant cette date, vous pouvez continuer de le renouveler tel que rédigé sur l'ancien formulaire. Lorsque vous achetez une voiture neuve, le vendeur utilise le contrat type qui a été écrit par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. En le signant, vous acceptez toutes les clauses inscrites. À ce sujet, voici la question que nous a adressée M. Michel Marcelet de Terrebonne. Je viens d'acheter un véhicule Ford neuf. En lisant mon contrat, la clause 5 inscrite au verso m'est apparue abusive. Elle dit en effet que toute augmentation par le constructeur du prix de l'automobile et toute augmentation de taxes seront à la charge de l'acheteur. Ça veut donc dire que le prix négocié avant la livraison peut augmenter. Qu'est-ce que je peux faire si je ne suis pas d'accord avec cette clause? Monsieur Marcelet, même si le contrat est imprimé à l'avance, rien ne vous empêche de négocier les clauses qui sont inscrites dans le contrat. Par exemple, cette clause numéro 5, vous pouvez la faire rayer et la remplacer par une autre qui dirait que si le prix du véhicule augmente avant sa livraison, eh bien, le consommateur pourra annuler le contrat. C'est vrai pour toutes les clauses d'un contrat. Et si le vendeur refuse de négocier, bien, vous pouvez acheter votre voiture ailleurs. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante. Nous sommes également accessibles par télécopieur et sur le réseau Internet. Processeur Pentium 2, 400 MHz, 512K de mémoire cache. C'est un vocabulaire pas mal compliqué que celui du monde des ordinateurs et puis la plupart du temps, on n'y comprend pas grand-chose. Alors, on consulte la publicité, on fait son choix et une fois qu'on a acheté, bien, on s'attend à ce qu'on nous livre la marchandise qui nous a été annoncée dans la publicité. Un consommateur de Coteau-du-Lac a été séduit par la publicité d'un marchand de Montréal. Il est rendu au magasin, bien, il a fait confiance au vendeur. Je vois l'annonce, Pentium 2, 799 $. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Là, je regarde ça, puis je me dis, ben c'est exactement ce que je veux ou semblable. Alors, monsieur, j'ai téléphoné pour être sûr. En feuilletant le magazine Québec Micro, Normand Tremblay s'arrête sur cette publicité alléchante. Il se rend au magasin Incredible Z, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Écoutez, j'ai vu votre annonce, c'est moi qui vous ai appelé au téléphone. Je viens pour le Pentium 2. Il dit, parfait, monsieur, venez ici, il me montre l'ordinateur, l'écran, toutes les choses. Puis là, je descends avec lui la liste des choses qu'il offre, puis il me descend la liste, c'est bien ça, c'est ça, c'est ça. Normand Tremblay décide d'acheter le Pentium 2 en question. Moi, le monsieur, il me donne la facture comme ça. Je descends avec lui la facture, tout est beau, je suis parfait, je la jette. Je signe en bas de la facture comme quoi que c'est effectivement ça que je vais avoir, et je paye le monsieur cash. Mais sur sa facture, le gérant de l'établissement a rajouté à la main Celeron A 128K. J'ai pas remarqué, j'ai pas posé de questions plus que ça, parce que dans ma tête, c'était bien clair que c'était un Pentium 2 que j'achetais. Une fois chez lui, Normand Tremblay se fait aider de son beau-frère pour installer son ordinateur. Et en ouvrant le caisson, son beau-frère fait une étonnante découverte. Écoute, Normand, il dit, c'est pas de mes affaires, là, mais il dit, c'est pas un Pentium 2 que t'as là, c'est un Celeron 400. Je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, j'ai acheté un Pentium 2, le gars me l'a expliqué, tout au complet.
Bien, il dit, tu t'es fait avoir. Je savais qu'un Celeron, c'était moins cher. Un Pentium 2, on commençait à parler de performance un peu meilleure. Monsieur Tremblay rappelle immédiatement au magasin Incredible Z. Je parle à Jean-François, mon vendeur. Il dit, monsieur, c'est pas un Pentium 2 que vous avez acheté, c'est un Celeron. Le vendeur vous dit ça? Le vendeur, Jean-François, me dit ça. J'ai écouté, monsieur, là, je dis, vous essayez de me fourrer ou quelque chose, je comprends pas, là, ça marche pas, votre affaire. Normand Tremblay tente de régler à l'amiable avec le gérant du magasin. Ce qu'il veut, c'est son Pentium 2 au prix annoncé. Le gérant refuse et justifie sa publicité. Ben là, il attire la clientèle, puis un coup qu'on est rendu là, ben là, il supposément qu'il explique. Moi, en aucun temps, m'a parlé de Celeron, aucun mot de toute la conversation, de tout le temps que j'étais là. Publicité en main, muni d'une caméra cachée, nous nous rendons au magasin acheter un Pentium 2. Mais le vendeur nous fait voir un ordinateur avec un processeur Celeron. Le Celeron, il est bon, il est meilleur dans certaines applications. Le Pentium 2 est meilleur dans d'autres applications. Nous confrontons le vendeur avec la publicité qui n'indique nulle part le nom Celeron. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing. Attirer le client dans un magasin. On n'est pas les seuls à le faire. Mais normalement, vous auriez dû marquer Celeron, là, pour être vraiment... On n'aurait pas dû, non. J'aurais pas eu de clients. Je ne ferais pas des milliers de dollars si je marquais Celeron. Parce que les gens ont peur de Celeron sans savoir pourquoi. Normand Tremblay a déposé une plainte à l'Office de la protection du consommateur. C'est une insulte de faire déplacer des gens pour des choses qu'on annonce alors qu'on n'a pas le produit en commerce ou que c'est pas l'intention que nous avons de vendre le produit au tarif indiqué. Nous, à l'Office de la protection du consommateur, on appelle ça une publicité trompeuse. Et c'est relativement grave. L'OPC a tenté sans succès d'entrer en communication avec le commerçant pour aider M. Tremblay. L'information que nous avons, c'est que le commerçant était absolument pas ouvert à aucune entente de quelque nature que ce soit. Nous avons pu obtenir une rencontre avec le gérant du magasin, Stéphane Caron. Il nous affirme que M. Tremblay savait très bien qu'il achetait un ordinateur avec un processeur Celeron. Si vous avez la facture de monsieur... J'ai la facture ici. Ici, le monsieur, je suis certain et convaincu que le monsieur s'est assis avec monsieur, mon vendeur, qui était Jean-François. Qu'on voit ici Intel Pentium processeur P2. Et j'ai même marqué au monsieur ici, monsieur, c'est un Celeron. Quand il est venu chercher son ordinateur, je me souviens de monsieur Tremblay. Pourquoi c'est écrit à la main? Parce que ça l'a été oublié d'être marqué. Alors, j'ai dit à Jean-François, quand tu fais une vente, il faut que tu le marques que c'est un Celeron A. Alors, moi, vu qu'il l'avait oublié de l'écrire à l'ordinateur, je l'ai écrit à la main. Il marque à la main à côté Celeron sans dire un mot, sans rien. S'il m'aurait dit, c'est un Celeron 128K, j'aurais dit non, monsieur, c'est pas ça que j'ai acheté. Puis j'en veux pas. Moi, j'ai acheté un Pentium. Le magasin reconnaît que la publicité n'indiquait pas le nom Celeron. Mais il s'agirait d'une erreur de Québec Micro. Il y a eu un erratum au niveau de la publicité qui était supposée être marquée Intel Pentium 2 400 Celeron A 128 cocache. Alors, tout ça, ça devait apparaître, mais là... Ça n'a jamais apparu. Nous avons obtenu copie de la publicité telle qu'elle aurait dû apparaître avec le mot Celeron en toutes petites lettres. Et même corrigé, la publicité est fausse. Nous avons rejoint aux États-Unis la compagnie Intel qui fabrique les processeurs Celeron et Pentium 2. Nous leur avons demandé si un Pentium 2 Celeron existe sur le marché. No, there's no such thing as a Pentium 2 Celeron processor. We have Intel Celeron processors and Pentium 2 processors, completely two different things. Il y a beaucoup de monde qui font ça aussi, qui marquent pas que c'est un Celeron. Ils vont marquer Intel Pentium 2. On n'est pas les seuls là, qui vont faire ça. Mais nous autres, c'est complètement un erratum ici. Jean-François nous a dit hier que le fait de ne pas écrire Celeron, c'était une stratégie de marketing parce que de toute façon, les gens n'aiment pas Celeron, ça a mauvaise réputation et c'est difficilement vendable. C'est vrai qu'on pourrait dire ça. On pourrait dire que le monde entend le mot Celeron comme un céleri, alors quand ils entendent le mot céleri, ils entendent citron. Ce que veut Normand Tremblay, c'est son Pentium 2 au prix annoncé. Le propriétaire intervient et offre à M. Tremblay un règlement à l'amiable. Je suis prêt à l'offrir le 85 $ comme cadeau à cause qu'il y a eu un misunderstanding. Pour lui mettre un processeur Pentium 2. Voilà, on le met un processeur comme ça, comme celui-là ici, au lieu de celui-là. Normand Tremblay est retourné le lendemain au magasin. Venez avec moi, suivez-moi jusqu'à l'arrière. À sa grande surprise, il en est ressorti avec un modèle supérieur, le Pentium 3. Donc, comme ça, je vais avoir une meilleure performance avec celui que j'ai. Vous avez la nouvelle génération. La nouvelle génération.
Je suis satisfait du règlement, là, mais je peux vous dire que c'était ardu. Mais là, maintenant, on va pouvoir dormir en paix parce que ça me fatiguait. Ne vous méprenez pas, le processeur Celeron, c'est aussi un bon produit. Pour un usage standard, comme par exemple le traitement de texte ou l'Internet, il n'y a pas de problème. Mais si vous décidez d'acheter un Celeron, l'important, c'est qu'on vous dise que c'est bien ça que vous avez acheté. D'ailleurs, la plupart des commerçants font de la publicité où il n'y en a pas de confusion. Un Pentium 2, c'est pas un Celeron, et un Celeron, c'est pas un Pentium 2. C'est le printemps et vous êtes nombreux ces jours-ci à ranger votre manteau de fourrure dans un entrepôt spécialisé. Il y a plusieurs marchands de fourrure qui vont vous offrir un forfait, l'entreposage et une assurance. Or, cette assurance offerte par les marchands de fourrure couvre habituellement 100% de la valeur du manteau et il n'y a pas de franchise à payer, d'une manière générale. D'autre part, vous avez peut-être une assurance habitation qui, elle aussi, couvre votre manteau de fourrure, même s'il est à l'extérieur de la maison. Mais souvent, ces assurances habitation ont une limite au montant assuré lorsque l'objet est à l'extérieur de la maison. Ça ne couvre que pour le feu et le vol. Et aussi, il y a une franchise à payer. Donc, chez le marchand, vous risquez de trouver un bon entrepôt et aussi une bonne assurance. Donnez de l'éclat à votre demeure avec Rampe et Balcon Michel Bastien, dépositaire des produits de haute qualité Mondi. Rampe et escalier en aluminium, plancher et marche en fibre de verre. Pour un design exclusif, Rampe et Balcon Michel Bastien, place René-Carl, Trois-Rivières-Ouest. Rona, c'est le plus grand réseau de magasins d'habitation au Québec. 410 magasins à grandeur du Québec qui portent tous le même nom, Rona. Qui ont tous un visage, un marchand propriétaire, quelqu'un qui nous connaît, qui nous aide. Comme une petite quincaillerie de quartier. Des magasins de matériaux, des centres de rénovation. Des grands entrepôts jaunes avec plus de choix que n'importe quel concurrent. Peu importe où on est, il y a un Rona juste à côté. Même à maison, avec le magasinage sur Internet. Les autres, c'est simple. Ce sera toujours Rona. Vite, maman! Allons chez Duro! Duro Max! Où sont mes papiers d'assurance? Ne vous inquiétez pas pour vos assurances. Duro voit à tout. Pendant que nos techniciens réparent votre pare-brise, notre gérant s'occupe de votre réclamation d'assurance. Satisfaction garantie. On a bien fait de venir chez Duro. Cool! Merci, Duro! Donnez de l'éclat à votre demeure avec Rampe et Balcon Michel Bastien, dépositaire des produits de haute qualité Mondi. Rampe et escalier en aluminium, plancher et marche en fibre de verre. Pour un design exclusif, Rampe et Balcon Michel Bastien, place René-Carl, Trois-Rivières-Ouest. OG Chevrolet Oldsmobile de Nicolet. Beaucoup plus près que vous ne pensez. T'es sûr qu'il y a personne, Fred? Ben oui. Ils sont partis 2 semaines en Floride. C'est-tu loin, ça? Les nerfs, mon petit coude. Hey, regarde, c'est tous des meubles Easy Boy. Ce sera pas long. Tadam! On y va. Ça, c'est-tu un fauteuil Lazy Boy? Le sofa aussi? Oui. C'est tous tes meubles Lazy Boy? Tout. Ils font pas juste des fauteuils inclinables. Ben non, mais il y a encore des ratons laveurs qui savent pas. Des excellents produits Lazy Boy sont disponibles chez Meubles Désirés. Maintenant, une seule adresse, 2275 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. OG Chevrolet Oldsmobile de Nicolet. Beaucoup plus près que vous ne pensez. Cette semaine, enfin vendredi, vous faites voyager. 2 cyclistes qui ont vu la Grèce sous toutes ses coutures viendront partager leur périple en mots et en photos. Francis Dubé de Place René-Carl nous montrera des vanités dernier cri sur mesure, s'il vous plaît. Liliane Chabot de la boutique Coup d'œil nous proposera un look pour tous les styles et tous les âges. Et l'infatigable Patricia Power a lu pour son plaisir et le nôtre. Votre guide Claudine Prévost vous offre un aller simple pour la passion du week-end ce vendredi 31 mars, 18h30. Son auto n'est pas son auto, mais son ancienne l'est toujours. Je paye pour quelque chose que je sais pas où est-ce que c'est. Ça ressemble beaucoup à de la fraude. Puis-je parler avec M. Cartier? Une histoire incroyable à la facture, mardi prochain.
Je vous rappelle que nous accordons beaucoup d'intérêt à chacun des appels téléphoniques que vous nous faites parce que vos questions et vos suggestions, ça peut être utile à d'autres personnes. Alors, n'hésitez pas à nous contacter de Montréal, 514-790-2636. Ailleurs au Canada, c'est gratuit, 1-800-790-2636. Je vous remercie de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et voici notre question piège. Au Canada, il y a des milliers de personnes qui sont en attente d'une chirurgie cardiaque. Et par exemple, à Montréal, cette semaine seulement, il y a plus de 600 personnes inscrites sur des listes. Entre autres, plusieurs personnes se font installer un stimulateur cardiaque, comme celui-ci, connu aussi sous le nom de pacemaker. Alors, combien ça coûte un stimulateur cardiaque? Installation comprise. 70 000. 2 000 $? 10 000. Avec les coûts d'installation? 15 000. 500 600 $. L'installer, c'est 2 000, puis le petit machin, il coûte 3 500. 500 $. Dans les 2 000 $? 3 000 $? 5 000 $. 10 000? On n'a pas droit à choix de réponse? Dans les 4 000 à peu près. 3 000? Quelques centaines de dollars peut-être avec l'installation. Un stimulateur cardiaque, installation comprise, coûte en moyenne 6 200 $. Je connais rien là-dedans, finalement. Je te permets pas de me juger comme tu le fais. Oh non,